Bonsoir. Donc je vais vous parler de la prévalence parasitaire, un sujet, on pourrait dire, archi classique. Je crois que c'est bien aussi de rappeler son importance aux apprenants et peut-être de réfléchir avec les plus anciens à éventuellement savoir ce qu'on peut en tirer de neuf avec les nouveaux outils dont on dispose maintenant. Donc d'abord, on commence évidemment par le cycle pour rappeler qu'au niveau de la prévalence parasitaire, on va surtout s'intéresser au secteur humain. Donc à ce niveau-là, je dirais quelques mots du secteur moustique, mais vraiment très peu, c'est pas l'objet de la communication. Donc un plan rapide avec des définitions. Je parlerai d'un dogme, enfin du moins d'une grande idée en fait lancée par l'OMS, repris depuis très longtemps. Et puis d'un paradoxe quand même de certaines situations où ce dogme est parfois mis en défaut. Et puis deux choses, des problèmes de limite de détection et des technologies employées pour la prévalence parasitaire et des problèmes un peu plus statistiques. J'irai très rapidement là-dessus, ne vous inquiétez pas, et je terminerai évidemment par une conclusion. Donc pour rappeler que pour étudier la transmission, on peut faire de l'entomologie, et c'est très bien, en sachant que les indices rois dans cette définition de la transmission, c'est ce qu'on appelle le H. Comment dire, donc c'est le rapport en fait de la fraction des moustiques qui vont aller sur l'homme, qui vont piquer l'homme, multiplié par l'indice sporozoïtique. Donc pour ça, ça veut dire qu'il faut à la fois échantillonner des anophèles vecteurs. Donc j'irai pas beaucoup plus loin puisque je pense qu'à l'occasion des présentations des apprenants, on reverra un petit peu là-dessus. Et puis il faut définir le S, donc l'indice sporozoïtique. Donc là, il y a plusieurs questions, il y a plusieurs techniques. On en a parlé très rapidement hier dans les remarques. La dissection, qui est ce qu'il y a de plus classique, qui est très consommatrice de temps et de techniciens. Les ELISA CSP, en fait, qui permettent de screener et de cribler un grand nombre de populations de moustiques. Et enfin, la PCR, qui est utilisée maintenant par quelques équipes, avec, comme on l'a rappelé hier, des résultats qui sont un peu surprenants. Moi, j'ai en tête un article aussi sur Bioco, je crois, où on a des prévalences des indices sporozoïtiques, de l'ordre de 15% pour Anopheles mellas. C'est un peu surprenant. Donc je pense qu'il y a des problèmes et que cette technique-là, pour l'instant, demande à être validée pour être utilisée au moins en routine dans la définition de la transmission. Donc tout ça pour rappeler que les techniques entomologiques existent, qui sont souvent lourds. L'échantillonnage d'anophèles, on le sait, c'est quand même quelque chose de lourd, qui a une variabilité statistique aussi qui est très importante dans ces techniques et qui sont donc difficiles à mettre en place. Donc on a évidemment utilisé d'autres indices. Je ne dis pas que ça les remplace, mais ça les complète heureusement. Alors d'abord, ce qu'on appelle la prévalence parasitaire, c'est l'indice plasmodique. Pardon. Merci. Donc comme je l'ai dit tout à l'heure, c'est un indice qu'on utilise chez l'homme, chez l'autre vertébré. Ça correspond donc à une proportion, donc avec un numérateur et un dénominateur, à un instant donné. C'est un indice instantané, donc la proportion des individus qui sont porteurs de parasites. Ça veut dire que sur ce dénominateur, on a une notion de population qu'il est très important de caractériser, à la fois en termes d'âge, de sexe, de situation physiologique, par exemple par rapport à la grossesse, de situation géographique par rapport à des zones de risque et de transmission qui peuvent être différentes. Tout ça, quand ces populations sont bien caractérisées, l'intérêt c'est que ça permet de comparer des situations de l'une à l'autre et d'en extraire éventuellement des facteurs de variation. Donc une restriction pour sa prévalence parasitaire, c'est surtout le portage asymptomatique. Ce ne sont pas des malades, ce sont des patients, ce ne sont pas des patients, ce sont des porteurs de parasites affébriles et sans signe clinique de paludisme. Donc la technique de recherche actuelle de parasites, le gold standard, c'est la microscopie et notamment la goutte épaisse qui apparaît comme la méthode la plus sensible par rapport aux frottis minces. Donc il y a d'autres marqueurs de transmission qui sont utilisés, je les cite. Donc c'est palper la rate, donc c'est l'indice plénique, le nombre de personnes qui vont avoir une rate hypertrophiée.
Le gros problème un peu de cet indice-là, c'est que ça peut interférer avec d'autres pathologies. On pense ici par exemple à Madagascar à la Schistosomose amansoni, qui va pouvoir éventuellement donner aussi de grosses rates. Les porteurs de gamétocytes, donc on va définir un indice gamétocyte aussi, qui seront utiles en fait en épidémiologie, qui permettront de caractériser réellement le réservoir et le pool duquel les moustiques pourront établir une transmission. Au niveau des porteurs de parasites, on peut établir aussi une charge parasitaire en utilisant la moyenne géométrique qui permet de gommer un petit peu les extrêmes par rapport à une moyenne arithmétique classique. Enfin, dans les cas où les prévalences sont très faibles, on peut s'aider de sérologie à l'aide de plusieurs marqueurs antigéniques différents sur lesquels je ne m'approfondirai pas. Donc important, je l'ai dit tout à l'heure, de classer éventuellement les porteurs, les études de prévalence par classe d'âge, à bien stratifier la population, et puis aussi par espèce plasmodiale, pour différencier évidemment les différentes circulations de ces espèces. Donc le cadre logique en fait, c'est qu'un moustique, une transmission, va inoculer du parasite à l'homme, et que cette inoculation, ces inoculations, au pluriel éventuel, vont être régulées par l'immunité de l'homme qui va soit faire disparaître le parasite, au moins au travers des techniques de détection, soit faire diminuer très fortement la charge parasitaire. Donc là on voit qu'il y a à la fois en fait un niveau individuel au niveau de l'homme où on va avoir une régulation entre les inoculations et l'immunité, et puis aussi un niveau populationnel où on pourrait multiplier toutes ces unités, la d'inoculation, d'immunité d'hommes, par autant d'individus qu'il y a dans une population qui sera échantillonnée. Alors pourquoi faire? J'ai dit, on l'a vu tout à l'heure, indicateur de transmission, indicateur de réservoir aussi. Alors est-ce qu'on peut s'en servir comme indicateur d'immunité éventuellement? On verra un petit peu plus loin qu'au travers des réponses par classe d'âge, on peut avoir une petite indication sur l'indicateur, sur l'immunité d'une population et non pas d'un individu. Un petit schéma qui est peut-être pas très clair, les flèches verticales correspondent en fait à des inoculations, avec potentiellement des inoculations qui vont donner des parasitémies, des inoculations qui n'en donneront pas puisque l'individu est protégé peut-être contre ses souches. C'est un modèle, je ne dis pas du tout que c'est la vérité, mais ça permet un peu de réfléchir sur ce qui peut se passer. Un individu donc va avoir un nombre d'inoculations données et une parasitémie qui va en fait découler de toutes ces inoculations. La ligne rose là représente en fait une ligne de détection de ces parasites par les différentes techniques qu'on a, et vous voyez qu'en fonction, on peut très bien avoir une parasitémie qui sera nulle, objectivée par une goutte épaisse par exemple, alors qu'il reste encore des parasites dans l'organisme. On peut, je pense, discuter après éventuellement sur ce schéma proposé. Donc le dogme, en gros, c'est le dogme établi par l'OMS et distribué largement dans les programmes de surveillance et de lutte, qui est que la prévalence parasitaire dans la classe d'âge de 2 à 9 ans est un bon marqueur de l'endémicité du paludisme, et ça a permis donc du coup de définir des zones, d'établir des actions de lutte, etc., qui étaient adaptées en fonction de ces niveaux d'endémicité. Donc on va voir quelques exemples qui illustrent ça. Donc une revue de John Bayer en fait en 1999 qui a revu une soixantaine en gros de sites en Afrique tropicale en comparant à la fois les taux d'inoculation donc de piqûres infectées pardon, taux d'inoculation entomologique annuel versus la prévalence parasitaire. Là vous voyez il y a une échelle linéaire normale et là une échelle linéaire normale et là une échelle log qui permet de voir qu'on a une relation log linéaire en gros entre le nombre de piqûres qui sera reçu en un an par une personne, ou plus exactement là une population, et la prévalence au sein de cette population. D'accord? Donc une relation qui paraît bien établie, même si on a des trucs un petit peu bizarres à cet endroit-là, qui semble-t-il pourrait correspondre à une méthodologie qui n'a pas été bien maîtrisée, enfin c'est ce que dit John Bayer dans son texte. Là, une autre représentation exactement pareille, avec la moyenne et les écarts types. Donc en fonction en classant donc les trois
3 classes de quantité de piqûres infectantes reçues par an, on a une relation qui apparaît bien linéaire. Alors quelques exemples pratiques qui sont peut-être moins bien illustratifs, mais enfin je pense que c'est important de les montrer. Donc en Éthiopie, vous voyez là la prévalence qui est, je m'en trouve pas. Oui, ça correspond en fait à un risque d'inoculation qui est calculé, qui correspond à peu près au nombre de piqûres infectantes. Et vous voyez que la prévalence là, en pourcentage, suit doucement une courbe à peu près linéaire, surtout avec les enfants par rapport aux adultes. Alors là, on sépare en fait les classes d'âge en moins de 15 ans, au-dessus de 15 ans. On est en zone de transmission très saisonnière, qui est relativement peu importante. J'ai fait les deux schémas pour vous montrer que là, on est dans une série temporelle. C'est-à-dire que tous les points correspondent en fait à un point au cours du temps mensuel sur une période d'1 an et demi. Et si en fait on fait un décalage d'1 mois entre la piqûre et la prévalence, vous voyez que la courbe est à peu près la même, avec un rendement en fait avec un coefficient de corrélation qui est un petit peu meilleur quand il y a un décalage d'1 mois, ce qui peut correspondre, si on veut, au développement des parasites chez l'homme, entre l'inoculation et l'apparition dans le sang. Un deuxième exemple, là au Kenya, toujours en Afrique de l'Est, mais par contre là avec un nombre de piqûres nettement plus important, quasiment à peu près 20 fois supérieur au précédent. Et là, on voit que les auteurs se sont intéressés à donc des enquêtes transversales, tous les 4 mois à peu près. Et là, ce sont en fait la prévalence chez les enfants de 1 mois à 12 mois, à 1 an. Donc c'est vraiment très serré. On remarque qu'on a une allure qui est à peu près globale. On a toujours, là ça se voit pas très bien, mais en gros un plateau de prévalence qui s'établit aux alentours de entre 40 et 60%, quelle que soit la période de temps, et en fait juste ne varie en fait que la pente qui sera plus ou moins rapide. Là, vous voyez en rouge par exemple juste après la saison des pluies qui correspond en fait au pic d'inoculation. On a une pente qui est plus forte que par exemple en jaune après une période de creux au niveau de la transmission. Donc ça, au total, on a donc une relation entre la transmission et la prévalence qui semble exister au travers de plusieurs exemples. Je vous ai montré aussi donc qu'il fallait faire attention au niveau des classes d'âge. Vous avez vu qu'il y a des gens qui étudient moins de 15 ans, plus de 15 ans, d'autres qui étudient en dessous de 1 an. Donc on a quand même un effet sur les classes d'âge qui est évident, et c'est évident que ça doit être un indice qui doit être étudié de manière raisonnée et ne pas s'attaquer forcément à toute la population, ou au moins si on le fait, le faire de manière raisonnée. Un petit problème aussi, je vous ai montré au niveau des séries temporelles, où il y a une sorte d'analyse qu'il faut faire attention sur la corrélation dans le temps, puisque ce sont des points qui sont corrélés entre eux, puisqu'ils seront situés l'un après l'autre dans le temps. Donc, après ces exemples qui étaient relativement bien démonstratifs, enfin j'espère, on a des exemples qui sont un peu plus embêtants. Là c'est Jumuna, donc c'est en zone Congo en fait, dans les années 80, où vous voyez assurer en fait les indices plasmodiques, et on a non pardon, pas de bêtises, non c'est ça, en assuré vous avez Anopheles gambier, en fait le taux d'inoculation, le H, le MAS, d'accord, et en histogramme vous avez l'indice plasmodique, où là on a une corrélation qui est nettement moins bonne, qui est complètement perdue on va dire, entre la variation du taux d'inoculation et la variation des indices plasmodiques. Cependant, c'est toujours pareil, si on reprend en fait des âges d'enfants relativement précoces, de 1 à 7 ans, vous voyez qu'on arrive à un plateau aussi, là, qui correspond en fait au risque d'inoculation. Un petit peu comme ce que je vous avais montré au Kenya. Voilà, deuxième exemple au Gabon en 1998. Vous voyez sur 2 villages différents. Là, on a les taux d'inoculation et les précipitations en histogramme. Vous voyez qu'on a des variations en gros 2 pics dans ce village de Dienga, et puis un gros pic, on va dire, à Benga. Tu me reprends si ça va pas. Et donc à Dienga, là où il y a 2 pics, on s'aperçoit que
la variation. Alors les histogrammes là, ce sont les variations d'inoculation, hein. Ce ne sont pas les quantités de piqûres infectées. On s'aperçoit que là, la ligne continue, c'est la prévalence, et là, c'est l'incidence. On s'aperçoit qu'autant l'incidence, c'est-à-dire le nombre de malades qui vont être repérés dans la cohorte, à ce moment-là, va bien suivre un pic qui va suivre le pic d'augmentation du nombre de piqûres infectantes. On voit que la prévalence là est complètement stable, toujours aux alentours de 40-50%. Le deuxième village, pareil, la prévalence en ligne continue, là, qui est relativement stable, alors que l'incidence suit, là, avec un mois de décalage, en fait, le pic d'augmentation de la transmission. Donc au total, on s'aperçoit qu'il y a des zones, des sites où on a une perte de relation entre la transmission et la prévalence, notamment donc en zone de transmission forte, hein, je vous ai dit, Congo, Gabon sont des zones de transmission forte et continue, même s'il y a des variations un peu saisonnières de ce niveau d'inoculation, on a une transmission qui est toujours continue, qui ne disparaît jamais. Donc les hypothèses en gros, c'est que il y a une part du fait de la transmission continue, les variations sont trop courtes par rapport à la durée du portage parasitaire, les variations du taux d'inoculation. La deuxième hypothèse, qui ne sont pas du tout exclusives d'ailleurs, c'est qu'il y a un contrôle immunitaire donc de la parasitémie à un très faible niveau dans les zones de forte transmission et qui sera à un niveau infradétectable. Donc on va essayer de réfléchir un petit peu à ces deux hypothèses, en fait, sur la durée du portage. En reprenant une revue de la bibliographie, on s'aperçoit qu'au niveau du portage parasitaire, on a une durée qui est, bon alors d'après Bolschwatz en fait, mais ça c'était sur une série russe, pas plus d'1 an, et sinon dans la plupart des temps on a quand même presque 2 ans là, 32 semaines là, donc une durée en fait de portage parasitaire qui est largement supérieure en tout cas à la durée de vie d'un moustique par exemple et aux variations potentielles des populations de moustiques qu'on peut avoir. Donc cette hypothèse de maintien d'une population parasitaire très longtemps qui peut amortir donc cet effet d'inoculation paraît tout à fait se tenir. La deuxième hypothèse, c'est les limites de détection, donc en reprenant un petit peu la littérature. Pour la microscopie, en particulier la goutte épaisse, c'est relativement variable. Les meilleurs techniciens, on va dire, s'établissent donc à un seuil de détection de 5 parasites par microlitre, et ce qui se fait plus en routine, en fait, va plutôt s'établir aux alentours de 100 parasites par microlitre. Donc c'est relativement variable. Au niveau de la PCR, on peut descendre à peu près à 2,5 parasites par microlitre, c'était en 96. Il est possible qu'on ait des études qui puissent descendre encore plus bas. Je crois que l'important, c'est qu'il faut se considérer qu'on a un log de différence entre la microscopie et la PCR. Et par rapport à la bandelette réactive antigène, en gros, on est à 40 à 100 parasites par microlitre. C'est un peu normal, hein, cette bandelette-là, elle est faite pour diagnostiquer un accès clinique, elle n'est pas faite particulièrement pour faire de l'épidémiologie. Donc elle est à un seuil qui correspond à peu près à la microscopie standard en routine, avec pas forcément les meilleures conditions de microscopie. Donc on voit qu'au niveau de la PCR, ce gain de 1 log théorique peut apporter des gains aussi, enfin des données intéressantes au niveau épidémiologique. Donc là, c'est une étude qui a eu lieu au Soudan, donc aux zones de transmission faible, irrégulière, très saisonnière, très marquée, avec une saison très marquée, avec la goutte épaisse d'un côté, donc une prévalence qui va s'établir entre 0 en gros en saison sèche et aux alentours de 15% au niveau de la saison des pluies. Et puis quand on prend la PCR comme marqueur en fait de la prévalence, on a des prévalences qui s'établissent aux alentours de 20%, avec une augmentation notable quand même, près du double par rapport à la ligne de base de septembre, en saison des pluies au mois d'avril. Donc un gain très net quand même de patients, pas de patients, mais de porteurs positifs avec cet outil. Une deuxième étude en Guinée-Bissau, donc en zone de transmission bien plus importante, sur une population générale. On voit en microscopie en saison sèche, on est à 25%, saison des pluies multiplié par 2 en gros, c'est logique. Par contre en PCR, on voit qu'on a un fond de portage de parasites qui est très important, pratiquement 85%, avec des variations qui sont très faibles et qui sont, je crois, pas significatives entre la saison sèche et la saison des pluies.
Donc, a priori, l'hypothèse qu'on avait de maintien d'une population basse de parasites en zone de transmission continue paraît tout à fait logique et comment dire, solide par rapport avec la mise avec l'utilisation de la PCR. Un deuxième avantage de la PCR, là ici, ce sont la recherche des formes mixtes, c'est-à-dire des formes où il y a plusieurs espèces plasmodiales, donc en F, falciparum, M, malarié, O, ovalé. C'est pareil dans la même zone de Guinée-Bissau, donc on n'a pas de vivax, c'est logique. Pardon, excusez-moi. Vous voyez, GE, donc c'est gouttes épaisses, et PCR, c'est biologie moléculaire évidemment. En saison sèche, on n'a que du falciparum. De même qu'en saison des pluies, en gouttes épaisses, on n'observe que falciparum, alors qu'en PCR, on a des formes mixtes qui sont vraiment pas négligeables, notamment pour malarié. Donc ça c'est évident, je pense qu'on a un biais, pour tous les gens qui ont lu des gouttes épaisses, etc., il y a un biais évident, et il est probable que quand on a trouvé une espèce, on va peut-être moins bien chercher des autres espèces qui sont la plupart du temps, que ce soit malarié ou ovalé, à des niveaux de parasitémie bien plus faibles que falciparum. Donc un gain fort en tout cas sur cet aspect de mixité des espèces par la PCR. Donc on peut dire qu'en gros on a au niveau des indicateurs des différences qui pourraient justifier de ces différences de relations entre eux qu'on peut observer. Les marqueurs entomologiques, par principe, ils sont liés à la durée de vie du moustique qui est faible, qui est de l'ordre de quelques jours à quelques semaines, donc opposé à la longue durée de vie du parasite qui va être en gros de plusieurs mois. Les marqueurs entomologiques sont très liés aux facteurs environnementaux, que ce soit des facteurs spatiaux, de rivières, de gîtes larvaires, ou climatiques évidemment, avec une brusque chaleur ou des pluies qui vont s'abattre de manière importante. Alors que le parasite, il est situé dans un milieu homéotherme et qu'il y a potentiellement, là je pense que c'est une discussion, mais une régulation immunitaire qui n'est pas forcément stérilisante et qui va maintenir ce parasite à un bas bruit. Donc je vous présente aussi quelques résultats du Niger, parce que ça permet aussi d'avoir une autre... on est fiers de présenter nos données du Niger, pardon, aussi. Et puis parce que ça permet aussi d'apporter un autre élément de réflexion d'intérêt de ce marqueur. Donc excuse-moi. Donc en gros sur le Niger, le programme de lutte nous demande de définir mieux les zones de transmission. Là en fait les données qu'on a, c'est qu'on a toute une zone là sans paludisme, une zone jaune là qui est la zone sahélienne où on a théorie une zone épidémique et puis une zone endémique plus forte au niveau de la zone sud du pays. Pour mémoire, Garci se situe là, je pense qu'on entendra parler en fin de la semaine, donc c'est toujours intéressant. Donc là on a en fait un site qu'on a situé au niveau d'Ingal, un autre site qu'on a situé dans ce coin-là au niveau de Tessawa, et un dernier site qu'on est au niveau de Gaïa, plus un dernier site que je vous montrerai près de Niamey. Donc on a regardé au niveau pour l'instant de l'abondance. On n'a pas encore les chiffres, excusez-moi, d'index sporozoïtique ni de séparation du complexe gambier. On sait qu'il y a dans les trois sites les deux espèces, au moins gambier et arabien 6, mais pour l'instant j'ai pas suffisamment de données pour vous donner les données plus précises là-dessus. Ce qu'on voit quand même, c'est qu'en gros dans la zone de Gaïa le plus au sud, c'est-à-dire une zone de savane soudanienne, on a une présence de gambier d'une année sur l'autre en bleu et en rouge, constante à un niveau qui est proche. Je sais que c'est une échelle logarithmique, mais vous voyez qu'on a sur tous les sites un niveau important de vecteurs, au moins de gambier. Au niveau plus intéressant, au niveau de la zone pré-saharienne, donc de Ingal, vous avez vu qu'on était considéré en zone de paludisme absent. On a quand même présence de gambier pratiquement toute l'année. Les 2 années, en tout cas, avec une variation relativement forte entre les 2 années, mais on le retrouve sur pratiquement tous les sites. Et le plus intéressant, c'est au niveau de la zone sahélienne, en vert, où là, on a une variation forte au niveau des 4 sites. Vous voyez qu'on a des sites qui se rapprochent, en fait, de la zone de savane soudanienne, ces deux-là, et puis des sites qui sont beaucoup plus faibles, qui pourraient se rapprocher de zones sahariennes. Donc une espèce d'impression de mosaïque, si vous voulez, de foyer de transmission.
Un petit mot de Funestus aussi, vous voyez qu'au niveau de l'abondance, il est beaucoup moins abondant que Gambier, avec une distribution évidemment complètement absente de la zone la plus aride, et puis une distribution qui peut être aussi très hétérogène au niveau sahélien. Et une variation forte aussi entre les deux années 2003-2004. Donc au niveau de la prévalence, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez, on a eu en tout cas la surprise en 2003 de voir qu'au niveau de la zone très aride, pré-saharienne, on a une prévalence dans la population générale, je reviendrai après sur la différence en classe d'âge, qui n'est pas du tout négligeable, puisqu'elle s'établit aux alentours de 20% en gros. Là, on n'avait pas fait la prévalence, donc je ne peux pas vous donner au niveau de ce village. Pardon. Au niveau de Gaïa, on a une prévalence qui est un petit peu irrégulière au niveau de la période 2003, alors qu'on avait vu qu'on avait des taux, des abondances de vecteurs de Gambier sensu-lato, donc ça peut éventuellement être expliqué par une différence de proportion entre les membres du complexe Gambier, mais qui est quand même relativement importante entre les sites, de 30 à 60%, donc ça peut doubler dans cette zone. Et puis au niveau sahélien, je vous avais bien souligné le fait qu'on avait des abondances de vecteurs qui étaient très différents, et là on a en fait une prévalence qui est relativement stable et relativement identique, quels que soient les sites. Donc ça, c'est une constance qui apparaît relativement forte, en tout cas en zone sahélienne, c'est que malgré le fait qu'il y ait une transmission en patch, en mosaïque, on a une prévalence qui semble tamponner complètement la transmission au niveau de cette bande de transmission sahélienne. Alors quelques mots au niveau de la classe d'âge. Donc là c'est la première année en 2003, la deuxième année en 2004. Vous voyez qu'on a là aussi la surprise de voir à Engal donc une zone considérée comme épidémique où il n'y a pas de palu, une décroissance classique de la prévalence parasitaire avec l'âge, en gros 6-10 ans, et puis les jeunes ados et les adultes où on a un contrôle de la parasitémie visiblement avec l'âge. Là aussi au niveau de la zone sahélienne, alors qu'on l'a pas du tout à Gaïa. Donc c'est complètement surprenant ce qui s'est passé en 2003. Je peux pas vous expliquer en fait ça exactement. Mais tout ce qu'on sait c'est qu'on a une année, semble-t-il, avec beaucoup de moustiques en 2003 par rapport à 2004, ça c'est sûr, et même par rapport aux années avant. Donc là vous voyez en 2004 on est revenu à une situation je dirais de base par rapport à ce qui était connu avant, c'est-à-dire qu'une prévalence parasitaire qui s'est effondrée en gros en un an à Engal devant l'absence complète de transmission, et puis quelque chose qui ressemble d'une année sur l'autre en fait en zone sahélienne, et un profil qu'on retrouve beaucoup plus classique à ce qui est décrit dans la littérature en zone soutanienne. Voilà. Au niveau de la dynamique saisonnière, rapidement, donc ce sont deux villages qui se situent à proximité de Niamey. Vous voyez qu'on a dans un des villages, on a un Funestus à une abondance qui n'est pas du tout négligeable. J'espère que je t'ai pas gêné. Avec une chute là au niveau juste au début de la saison des pluies. Et puis Gambier aussi avec une différence d'un log entre les villages de Banizumbu et Zindarou. Vous voyez, Zindarou c'est celui qui a à la fois beaucoup de Funestus et à la fois le plus de Gambier par rapport à l'autre. Et quand on regarde au niveau de la prévalence parasitaire, là c'est dans la population générale, mais on a le même type de courbe si on stratifie par classe d'âge. Vous voyez qu'on a quelque chose qui est quand même relativement proche dans les deux villages, avec là aussi un espèce d'effet d'amortissement dans une même zone de la prévalence parasitaire. Donc ça amène un petit peu au fait qu'on a l'impression que des sites proches vont avoir une prévalence qui va être proche, et ça je pense que c'est important dans les études qui prennent la prévalence parasitaire comme indicateur. Alors ça c'est une étude en Gambie de Thompson et collaborateurs en 1999. Bon, ils ont utilisé des images satellites pour regarder des indices de végétation et classifier leur village en fonction de ça. Mais surtout, l'intérêt c'est qu'ils avaient aussi classé leur village avec des villages où il n'y avait pas du tout de moustiquaires imprégnés, d'autres où il y avait des moustiquaires non traités, et l'autre des moustiquaires traités. Donc si on fait une analyse en fait, après PHC c'est le fait qu'il y ait des centres de soins de base ou pas, des dispensaires ou pas, et les enfants, suivant qu'ils avaient une carte de santé pour permettre l'accès aux soins plus facile ou pas, ils ont vérifié par rapport à la prévalence parasitaire dans les villages chez les enfants. Donc vous voyez qu'en gros, les enfants qui bénéficiaient de moustiquaires imprégnés traités
avaient en gros 27% de prévalence, alors ceux qui n'avaient pas de moustiquaire avaient une prévalence qui était presque 2 fois plus forte à ce niveau-là. En fait, Thomson a repris ces données en introduisant en fait le facteur d'autocorrélation spatiale dans ces données, ce qui fait que ce qu'on voyait initialement, c'est-à-dire que le fait d'être traité, d'avoir des moustiquaires traités ou non traités, en fait, donnait un P significatif dans le modèle de régression logistique qui était fait sur le fait d'avoir une prévalence positive ou pas. Là, vous voyez que c'était très significatif si on ne prend pas en compte le caractère spatial. Il y a quoi d'autre? Il y a aussi le fait d'être proche d'un dispensaire, le fait d'avoir une carte. Vous voyez beaucoup une forte une abondance, on va dire, de corrélation entre les facteurs. Et si en fait on prend en compte le caractère spatial qui permet de gommer un peu tout ce biais du fait d'avoir des villages qui sont focalisés dans certaines zones, on a par exemple la proximité au centre de soins qui disparaît du point de vue significativité, et là on voit par contre qu'au niveau des moustiquaires ça persiste, donc ça paraît être un effet qui est réel et qui est important à prendre en compte dans un programme de lutte. Voilà, on arrive à la fin. Donc la prévalence parasitaire, vous l'avez vu, vous le verrez dans la littérature, c'est un indicateur qui est très fréquemment utilisé et qu'il est bon d'utiliser, mais il faut faire attention. J'ai essayé de souligner le problème des populations de référence et notamment les classes d'âge chez les enfants en fonction des zones. Mais ceci dit, il faut aussi, si on veut comparer par exemple des résultats historiques, il faudra toujours prendre la même population de référence qui avait été prise par rapport par exemple à 15 ans avant. Attention aux techniques de détection. On a bien vu, je pense, la différence entre la biologie moléculaire et la goutte épaisse. Et puis ce problème à ce moment-là donc d'analyse un peu particulière où il faut prendre en compte, je pense, pour essayer d'avoir une analyse la plus fine possible, en fait, les problèmes d'autocorrélation à la fois temporelle et spatiale dans ce type de données. Après, pour l'interrogation, comment est-ce qu'on peut intégrer des outils moléculaires? Pour l'instant, on n'en est pas à avoir une telle facilité de la PCR, et du coup, qu'on puisse remplacer la goutte épaisse dans les études épidémiologiques, mais je pense que, j'espère en tout cas qu'avec le temps, ça sera possible d'intégrer de plus en plus tous ces outils moléculaires. Voilà. Je vous remercie, avec quelques bibliographies aussi des articles que j'ai utilisés. Merci.